Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Nous espérons que vous êtes tous bien installés pour cette réunion qui se finira à 11h45. Ce webinaire s'inscrit dans une série de rendez-vous consacrés à l'agilité au sein des entreprises industrielles. L'intention de SpinPart, au travers de ces webinaires, est de contribuer à éclairer les décideurs via le partage de bonnes pratiques connues, notamment inspirées du Lean Management, et via aussi la prise de recul sur de nouvelles perspectives. Pour commencer, nous allons nous présenter. Je suis Stéphane Mescure, je suis un des associés du cabinet SpinPart. SpinPart est un cabinet de conseil en organisation et en management français, multispécialiste, qui regroupe environ 110 consultants. Nous avons des expertises fortes sur les métiers de la supply et du manufacturing, des ressources humaines, de la finance et du sales and marketing. Enfin, nous adressons des secteurs différents, bien entendu de nombreux secteurs industriels, mais aussi des secteurs dans les domaines publics, de la banque, de l'énergie et de la mobilité. Aujourd'hui, pour ce webinaire, c'est Alain Fercoq qui va exposer nos regards et convictions. Alain, je te laisse te présenter. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Alain Fercoq, directeur spécialiste du Lean au sein de SpinPart. Quelques mots sur mon passé. Avant de rentrer dans le monde du conseil, j'ai eu l'opportunité de manager un bureau d'études puis une activité de production. Et depuis, grosso modo, 25 ans, j'accompagne des entreprises du monde industriel sur toutes les démarches qui tournent autour du toyotisme à l'origine, du lean management plus globalement et l'excellence opérationnelle en tant que telle. Et j'aurai le plaisir, effectivement, de vous exposer quelques points clés autour de la thématique du jour. Merci Alain. Alors, un préambule tout d'abord sur la notion d'agilité. En effet, notre monde est en pleine mutation depuis près de 20 ans. L'entreprise doit composer avec des pressions multiples dont chaque année le nombre et la force augmentent. Il s'agit à la fois des pressions exercées par une concurrence devenue mondialisée, des consommateurs zappeurs de plus en plus exigeants, mais aussi par des évolutions sociétales immenses, qu'il s'agisse par exemple du respect de l'environnement, de la montée en puissance de l'économie de la fonctionnalité, ou encore des attentes des générations Y, Z et suivantes. Qui plus est, cet univers ultra fragmenté et connecté s'apparente à un système complexe et chaotique dont la principale caractéristique est l'incertitude. Pour survivre dans ce monde VUCA comme l'acronyme anglais de volatile, incertain, complexe et ambigu, l'entreprise doit absolument être capable de s'adapter en permanence, de réagir vite, d'innover toujours plus, mais aussi tout en étant respectueuse des ressources, d'être pourvoyeuse de sens, ouverte aux différences et connectée avec son environnement. Vitesse, adaptabilité, créativité, sens, respect et ouverture, voilà les principales exigences d'une agilité permettant d'être résilient dans un monde incertain. Pour venir à présent au sujet de ce webinaire, nous vous proposons d'échanger autour de la capacité à prendre des décisions. Pourquoi cela nous a paru important? Eh bien, tout d'abord, rappelons-nous qu'une organisation est conçue pour servir une stratégie. Une fois en mouvement, cette organisation a besoin que des décisions soient prises en permanence, des décisions pour se coordonner, des décisions pour faire face aux aléas, des décisions pour changer de chemin, etc. Dans le monde normal, certains diront d'avant ou du XXIe siècle, la ligne hiérarchique et les sachants de la technostructure sont là pour prendre ces décisions. N'étant pas les faiseurs, ils les prennent à partir des informations remontées du terrain. Dans le monde normal, les managers sont là aussi pour anticiper le futur et préparer les équipes ou les protéger de ce qui pourrait arriver. Bien armés, avec des méthodes et des données statistiques, il faut dire que c'était faisable avec un avenir alors presque certain, du moins probablement connu. Mais comme nous l'avons vu en préalable, le problème est que le monde a bien muté. Nous sommes entrés dans le monde VUCA. Pour que l'organisation fonctionne, il faut toujours décider, mais bien plus vite, car les changements sont plus forts et beaucoup plus nombreux que ce dont nous avions l'habitude il y a encore 20 ans. Il faut décider malgré la complexité des situations et les flots d'informations innombrables dont les managers sont inondés.
Il faut décider sans être bien préparé au futur, car le futur est devenu très incertain. Bref, être agile dans un monde VUCA, c'est décider autrement. Peut-être qu'un message simple à retenir pour poser l'enjeu serait le suivant. Si l'idée de penser maîtriser un procédé a du sens lorsque l'environnement est stable et prévisible, eh bien, elle devient utopique dans un environnement incertain et en permanente mutation. Alors Alain, qu'en penses-tu? Merci Stéphane pour cette introduction. Donc, pour démarrer, ce que je souhaiterais, c'est mettre en lumière quelques pratiques classiques que l'on voit dans les entreprises, en fait, des pratiques qui, somme toute, on pourrait dire, constituent des freins à l'agilité. Et j'ai voulu en mettre trois en avant. Une première pratique classique, c'est toujours dans cette logique de se préparer avant d'agir, de se préparer avant de décider, c'est de planifier, hein, planifier avant d'avancer. Mais finalement, on pourrait dire trop de planification constitue un frein en tant que tel à cette agilité. Certaines entreprises s'appuyant sur des systèmes, alors systèmes centralisés type ERP, de la planification très, très fortement outillée, vont faire de la planification fine. Mais finalement, on pourrait se dire qu'il est préférable d'avoir un planning globalement juste plutôt que précisément faux, en fait, parce que c'est ce qu'on voit apparaître dans les entreprises, en fait. Hein. Donc, trop planifié peut nuire quelque part à cette dimension d'agilité. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut garder en tête. Alors, le deuxième volet constitue l'analyse des risques. Alors, l'analyse des risques, on pourrait dire dans l'entreprise, est somme toute très, très ancrée. Pour le développer, je pourrais évoquer finalement le fait que chaque entreprise aujourd'hui a bâti son plan de continuité d'activité. Hein. L'entreprise se projette dans le pire, en fait, en se disant, bah, tiens, qu'est-ce qui pourrait nous arriver, quels seraient les événements majeurs qui pourraient mettre à mal l'activité, et donc a bâti un plan de continuité d'activité pour se prémunir, prévoir des actions. Ça, c'est un premier volet qu'on peut retrouver classiquement. Le deuxième volet classique, bon, bah, c'est aussi une obligation, en fait, hein, sous l'angle de la sécurité, sous l'angle de la prévention des risques vis-à-vis des personnes, c'est la notion de document unique. Donc là aussi, on est dans la logique d'analyse de risque, de prévoir, de prévoir des actions de manière préventive. Et de manière un peu plus globale, pour toute la conduite je dirais, de grands projets, aujourd'hui, ce qui est ancré, c'est le management des risques qui est assez instrumenté. On s'appuie sur un processus structuré, on s'appuie sur des checklists de risques. Là aussi, pour toujours être dans la logique d'anticipation et se prémunir en tant que tel. Mais on pourrait dire, l'analyse de risque, c'est sans doute souhaitable, mais insuffisant. Hein. Et je pense que dans un monde incertain, faut intégrer ces dimensions-là. Le fait que l'analyse de risque, le management des risques est somme toute insuffisante. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième point qu'il faut garder en tête par rapport à ce qu'on peut voir dans les entreprises. Alors le troisième point, là aussi qu'on peut voir dans l'entreprise, qui constitue aussi un frein à l'agilité, c'est la notion de validation, hein, validation un peu systématique du management. Donc là, c'est des dimensions beaucoup plus managériales, effectivement. C'est le management qui souhaite valider chaque proposition d'équipe dans le cadre, par exemple, de chantier de projet, dans le cadre de projet. Mais finalement, être dans une validation trop systématique, trop fréquente, tue l'initiative, ralentit le processus de décision en tant que tel. Et finalement, ce micromanagement est antinomique finalement avec la notion d'agilité qu'on souhaite développer. Donc, ces pratiques classiques qu'on voit dans les entreprises, il faut effectivement trouver des parades pour être beaucoup plus dans l'agilité en tant que telle et décider, bien sûr, beaucoup plus rapidement. Alors, c'est pour ça que je vais vous développer trois grands domaines d'action, de recommandations, de bonnes pratiques que l'on peut voir déjà dans les entreprises. Alors,
un premier domaine qui est vraiment clé, c'est celui qui vise à développer la subsidiarité au sein de l'entreprise. C'est une dimension assez globale, systémique, structurante en fait, mais qui est vraiment un socle clé qu'il faut garder en tête. Et on peut le subdiviser en trois grands volets. Le premier volet consiste à s'appuyer sur un principe vraiment fondamental, c'est de faire en sorte que il est clé que celui qui est sur le terrain, celui qui est dans le processus opérationnel, qui produit, qui met en paquet, enfin, si on raisonne sinon au sein d'une usine ou sinon sur une plateforme logistique, c'est à lui de prendre des décisions en tant que tel. Hein. Celui qui est sur le terrain doit prendre les décisions le plus possible. Alors, c'est important quand même de remettre en perspective la notion de décision par rapport à l'acteur terrain. Bah, souvent, la décision tourne autour de l'action par rapport à l'aléa, de la bonne prise de décision par rapport à un aléa, par rapport à un problème. Et il faut toujours garder en tête, finalement, c'est quoi finalement un problème pour quelqu'un d'opérationnel? C'est un écart par rapport à un standard. Et donc, on pourrait garder, enfin, il est intéressant de bien se mettre en mémoire qu'une organisation qui prépare la subsidiarité est une organisation qui a développé la culture du standard. Hein, parce que si on veut faciliter la prise de décision et donc la révélation, le fait de révéler tout écart par rapport à un standard, ben, il faut que l'entreprise installe les standards, installe la culture du standard. Donc ça se traduit par quoi au sein de l'entreprise? Ben, lorsqu'on visite une entreprise par exemple, eh bien quelque part on va avoir beaucoup de visualisation des flux, de marquage au sol, des modes opératoires visuels. Donc, on s'appuie largement sur le management par le visuel pour faciliter cette prise de décision sur le terrain et les choses se voient en fait. Hein. Voilà, c'est-à-dire une organisation qui a préparé le terrain à prendre des décisions. Tout ça se voit lorsqu'on visite finalement l'entité en tant que telle, qu'elle soit usine ou plateforme logistique. Donc ça, c'est un premier volet clé. Alors peut-être à ne pas oublier aussi que en élément visible par rapport à une organisation qui a préparé la décision sur le terrain, c'est par exemple des espaces de management visuel de la performance et du progrès, puisque ce sont des espaces qui vont permettre finalement des réunions régulières, qu'elles soient quotidiennes ou hebdomadaires, pour là aussi prendre des décisions sur le terrain par rapport à des traitements de problèmes, mais aussi pour décider par rapport à des actions de progrès engagées. Voilà, donc ce premier volet est fondamental. Alors, à retenir quand même, c'est que au quotidien, l'opérationnel peut être bloqué et peut ne pas avoir la solution, peut être bloqué par rapport à la décision, et auquel cas, il va escalader, il va remonter au niveau du management pour l'aider, pour faire en sorte que la décision se prenne. Et donc, le système d'escalade, il est important que ce système soit bâti, au sens, c'est un système de réunion, c'est un système qui va effectivement faciliter la décision au niveau supérieur. On peut retrouver là aussi des espaces de réunion structurés. Alors, sinon sur le terrain, là peut-être en salle, ou alors on va avoir des dispositifs par exemple de management visuel de la performance et du progrès qui sont pilotés au niveau de l'encadrement. Par contre, il y a un point clé à retenir, et là sur le support vous voyez un chiffre clé qui est mentionné, c'est que ce système d'escalade doit se prémunir contre le piège suivant, c'est qu'il faut que la part des problèmes qui remontent soit la plus faible possible en fait. Hein. Et on pourrait dire, limite maxi là, évoqué, c'est 80%, c'est 20%, au sens 80% des problèmes doivent être résolus sur le terrain, le reste remonte en fait. Hein. Et ça, c'est extrêmement important de piloter le flux de remontée. Et si on dépasse les 20%, ça veut dire que le système ne fonctionne pas, c'est qu'on n'est pas dans la logique de subsidiarité en fait. Hein. Donc ça, c'est vraiment clé. Et on pourrait même se dire, pour que la subsidiarité s'installe bien dans la durée, il faut piloter de manière continue, dans une logique d'amélioration continue, il faut piloter et analyser les causes de remontée de décision pour mener des actions de fond de façon à faire en sorte que demain, ce soit les opérationnels qui traitent ce qu'ils ont remonté
aujourd'hui ou hier, en fait. Voilà. Donc ça, cette boucle d'amélioration continue sur le dispositif est vraiment clé à installer, à piloter, à animer en tant que tel. Voilà. Donc voilà pour le deuxième volet, la notion d'escalade. Alors après, le troisième volet, cette notion de subsidiarité est plus globale, plus, on pourrait dire plus méta, au sens, ce qui est clé pour une entreprise, en fait, c'est d'installer toutes les, enfin, la base en fait d'une organisation dite responsabilisante. Alors qu'est-ce qu'on peut y voir derrière? Eh bien, les fondamentaux consistent à découper au sein de toute l'entreprise et trouver un sens pour ce découpage. Ce sens peut être lié à un client, une famille de clients. Par exemple, on découpe un site industriel, par exemple, en clients exemple, les clients Renault, les clients Volkswagen, et ainsi de suite. C'est le sens client. Et pour ces équipes centrées sur un client, eh bien, on va associer à la fois les opérationnels, mais aussi les fonctions support, type qualité, type maintenance, pour que ensemble, dans une organisation plurimétier, l'équipe soit autonome pour prendre bien sûr les décisions et ce de manière plus rapide. Pourquoi? Parce que en ayant l'ensemble des métiers au plus proche, en fonctionnant en logique plurimétier, eh bien l'équipe a quasiment tout en main pour prendre les décisions opérationnelles en fait. Et cette organisation responsabilisante, bon, à travers l'exemple que j'évoque, elle est très centrée dans un domaine de production usine, mais en plateforme, c'est exactement pas pareil, en plateforme logistique. Et on retrouve la même logique sur la conduite de projet, où finalement, une organisation dite responsabilisante en projet, eh bien, consiste à fonctionner en plurimétier également pour, là aussi, faciliter les échanges, les interfaces et donc accélérer la décision. Donc, on voit bien que finalement, ces trois volets, en mettant en place des choses très concrètes autour de ces trois volets, eh bien, l'entreprise permet de concrétiser ce principe de subsidiarité. Et ce principe de subsidiarité, une fois qu'on a compris les fondamentaux, eh bien, ce principe va permettre l'accélération de la décision au quotidien. Et ça, c'est vraiment clé. On pourrait dire la première grande dimension que l'entreprise doit chercher à installer en tant que telle. Je vous propose de passer à un deuxième grand domaine qui va faciliter l'accélération du rythme de décision. Et je voudrais l'aborder là aussi en trois volets. Le premier volet se positionne à un niveau global au sens du pilotage de l'adéquation charge-capacité des moyens. Et je prendrai un exemple pour l'évoquer, un exemple qui a été extrêmement important dans cette période, par exemple, qu'on vient de vivre du Covid, c'est le pilotage de l'adéquation charge-capacité plutôt à moyen long terme. C'est au travers de ce qu'on appelle le plan industriel et commercial, ou en anglais le CNOP. En fait, classiquement, sur ce type de processus, les entreprises fonctionnaient dans une logique de réunion entre la production et la maintenance, et le commercial, pardon, selon un rythme mensuel. En fait, voilà. Et les événements récents ont conduit à changer les pratiques et faire en sorte que ces rituels, ces réunions se passent pas tous les mois, mais toutes les semaines. Et donc, on retrouve là une accélération du processus là, de pilotage et qui va induire des décisions à un rythme beaucoup plus fort, un rythme accéléré. Et là, on est complètement dans l'accélération de la décision par le processus, donc par une dimension processus en tant que tel, mais là sur la partie pilotage. Donc ça, c'est un très bon exemple qui montre bien que les pratiques doivent être remises en cause pour se parer, en fait, enfin, pour intégrer finalement des dimensions incertaines, en fait, et se mettre plutôt dans une logique d'agilité plus forte. Voilà, donc ça c'est sur le premier volet. Concernant un deuxième volet, on a vu précédemment qu'il était important de travailler sur la subsidiarité, sur l'organisation, mais pour en faciliter le fonctionnement, il est important d'installer des bonnes pratiques autour justement de la résolution de problèmes, autour du traitement des aléas, des problèmes. Et pour ce faire,
lorsqu'on regarde une organisation, ça se traduit par des bonnes pratiques qui se voient. Des bonnes pratiques qui se voient sont par exemple le fait que sur le terrain, on va avoir des aides pour la résolution de problèmes, des tableaux, des boards de résolution de problèmes. On va avoir des leçons en un point, ce qu'on appelle en anglais one point lesson, qui vont préciser finalement les bonnes pratiques opérationnelles lorsque j'ai un problème, comment je m'y prends, donc en tant qu'opérationnel. On peut aussi retrouver sur le terrain des fiches de traitement d'aléas pour aider l'opérationnel à prendre la bonne décision par rapport à un événement qui peut se passer. On peut penser aussi à des bonnes pratiques autour du fait qu'on va faciliter les transmissions des bonnes pratiques entre opérationnels pour que chacun soit autonome dans sa prise de décision, dans la résolution de problèmes. Ça peut se traduire par, sur le terrain, par exemple, des espaces de formation, ce qu'on peut appeler en japonais les dojos, en fait. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des exemples qui montrent qu'une organisation installe des bonnes pratiques pour finalement faciliter la résolution de problèmes dans un rythme accéléré, dans un rythme court. Pourquoi? Parce que finalement, on met en place des dispositifs qui vont faire en sorte que chaque opérationnel va être à l'aise face à l'aléa, face au problème, et va être dans une décision rapide en tant que telle. Donc tout ça se bâtit, s'installe et se voit en tant que tel. Le troisième volet autour de l'accélération du rythme de décision va toucher, on va dire, une dimension projet, mais finalement un lien entre le deuxième volet et le troisième volet, c'est le fait que si on prend le problème comme un écart par rapport, non pas à un standard, mais un écart par rapport à une situation souhaitée, on peut penser finalement au chantier de progrès. Un chantier de progrès, quelque part, vise à améliorer une performance opérationnelle, qu'elle soit pour un équipement, améliorer son efficience, qu'elle soit pour un poste opérationnel sur une plateforme logistique, améliorer la productivité, plus globalement améliorer la qualité. On pourrait dire. Donc, par rapport à des objectifs opérationnels qu'on va viser à améliorer, on va installer des chantiers de progrès. Et là, on peut trouver là aussi une notion d'accélération, puisque on peut faire en sorte que l'entreprise, plutôt que mettre 4 mois à améliorer une situation, eh bien, on va se mettre en logique accélérée. C'est ce qu'on appelle les approches de chantiers de type percé, des chantiers Kaizen de type percé ou des chantiers d'Yoshin. En fait, finalement, on va mettre en mouvement l'organisation pour résoudre un problème au sens atteindre une cible de manière accélérée, rapide. Et là, on est sur une notion de chantier de progrès en rythme accéléré avec des choses qui se voient sur le terrain, des espaces visuels qui vont faciliter l'animation, on va dire, chaque jour, chaque semaine. Et un lien avec cette dimension visuelle, on peut le faire aussi sur des projets plus globaux, plus transverses. Et c'est le dernier volet que je voudrais aborder, c'est que pour traiter des points durs aux interfaces sur des projets transverses, qu'ils soient des projets d'investissement, des projets de développement de nouveaux produits, eh bien, il y a un dispositif vraiment qui est clé, qui pour moi est une recommandation fondamentale et sur lequel j'ai pas mal œuvré en termes d'accompagnement d'entreprise, c'est l'installation d'OBEA. Alors l'OBEA, rappelons, gardons en tête ce que ça veut dire. L'OBEA c'est un terme japonais, en fait, qui veut dire grande salle. Enfin, l'idée, c'est de bâtir un espace visuel assez large où on va structurer l'information visuelle pour faciliter la décision, pour faire en sorte que finalement l'équipe projet plurimétier se retrouve fréquemment. Alors ça peut être au pire chaque semaine, mais ça peut être même chaque jour, en fait, pour prendre des micro-décisions dans le cadre d'un projet. Ne pas attendre un comité de pilotage comme ça se faisait avant, comité de pilotage par exemple tous les mois, mais là, être dans la logique de la décision au plus près du terrain, entre métiers, et ça s'inscrit aussi dans une logique finalement où chacun va exprimer ses attentes en termes de livrables et au travers de ces attentes, faire en sorte que les autres métiers puissent répondre aux exigences. Et tout ça se discute dans un rythme accéléré. Et ce rythme accéléré va impacter finalement le délai global du projet, ce qui est somme toute
ce qui est visé. Ce qui est visé Et c'est là où, par exemple, sur le développement de nouveaux produits, on va parler de la réduction du time to market en tant que tel. Mais l'OBIA, effectivement, est une bonne pratique qui intègre complètement l'accélération du rythme de décision. Donc, sur cette planche, on pourrait dire 3 volets qui sont plutôt de l'ordre du processus, en fait, des pratiques qui visent l'optimisation de processus, mais qui vont faciliter l'accélération du rythme de décision. Donc, je vous rappelle, la première dimension a été plus sur une dimension managériale et organisationnelle, en fait, autour de la subsidiarité. Deuxième dimension autour de processus qui visent à accélérer le rythme de décision. Et je vous propose à ce stade-là de passer à une troisième dimension, c'est la technologie. Alors, effectivement, aborder la décision sans parler de la technologie aurait été, je pense, une erreur. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, depuis 5 ans, grosso modo, l'entreprise est rentrée dans le monde du numérique. Alors, au niveau d'une usine, on parle d'usine 4.0, et qu'on peut projeter aussi sur une plateforme logistique. Donc, on pourrait dire que le numérique est partout. La data prend de l'importance, en fait. C'est ça qui est important à intégrer. La data devient un actif en tant que tel, c'est ce qu'on dit, un actif pour l'entreprise. Alors, attention quand même, c'est que finalement la data est importante, mais sans rejeter tout un principe qui était sous-jacent par rapport à des points que j'ai évoqués précédemment, c'était le management par le visuel. La data va venir compléter, renforcer certaines dimensions. Et le premier volet que je voudrais développer, c'est par exemple la data doit aider l'opérationnel dans sa décision pour rendre les écarts évidents et faciliter la décision, en fait. Donc, rendre les écarts évidents, on pourrait prendre quelques exemples, c'est de dire une data concernant une machine, un palier dont la température s'échauffe, j'ai la donnée qui est remontée très vite et qui va permettre finalement une prise de décision au plus vite sur l'arrêt ou pas de la machine. Ça, c'est un exemple. Une autre donnée concernant un paramètre procédé qui est en train de dériver et qui pourrait induire une non-qualité, eh bien, cette donnée permet de remonter rapidement et va induire une prise de décision rapide par l'opérationnel. Donc là aussi, c'est intéressant. L'écart peut aussi viser à mettre en avant un problème d'équilibrage sur une ligne de production, par exemple. Et donc là, ça peut induire aussi une prise de décision concernant de la réaffectation de ressources. Donc voilà, donc ça, rendre les écarts évidents va faciliter par la data la prise de décision dans un délai court. Voilà. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet est lié à la connexion entre l'entreprise et ses fournisseurs. Et là, ça peut se retrouver sur la dimension de pilotage, de la planification, là qui est somme toute classique, mais sur une dimension, par exemple, autour de la qualité, le fait que, par exemple, une entreprise, un industriel connaisse des données à délai très court via les connexions et via la transmission de data, si on connaît effectivement des données sur la matière première, si on fait le lien par exemple entre un emboutisseur et un fournisseur de tôle, le fait qu'il y ait une connexion sur des données très concrètes de qualité, eh bien pour l'emboutisseur, ça va lui permettre d'ajuster ses réglages en fonction de la donnée réelle des caractéristiques de la matière première. Donc cette connexion entre fournisseurs et clients dans le monde industriel va permettre au mieux de prendre des décisions quant à des réglages. En fait, ça c'est un exemple concret qu'on peut garder en tête. Voilà. Et puis le troisième volet que je souhaite développer, c'est faire en sorte que la data facilite la construction de scénarios. Alors, gardons, la notion de scénario en tant que tel fait partie d'une préparation de la décision de manière assez générale en fait. Donc avant de décider sur un investissement, on a besoin d'évaluer des différents scénarios. Et là, la data peut aider. Alors sur des horizons court terme ou des horizons moyen terme, peut aider à la prise de décision. Et c'est ce qu'on appelle
concrètement, par exemple, dans le domaine de l'usine numérique, le jumeau numérique, on va parler de jumeau numérique, on réplique en fait un équipement, une ligne, une usine, enfin ça peut être ou un site industriel ou une plateforme logistique au sens large. Et finalement, cette réplication de données avec des allers-retours entre le jumeau et la réalité va permettre de construire des scénarios. Ces scénarios vont aider à la prise de décision quant à, par exemple, une maintenance préventive avant une panne. Ça peut être un exemple sur un horizon court terme, et sur un horizon moyen terme, c'est pour des scénarios par rapport à des réimplantations. Et bien, ces jumeaux numériques peuvent faciliter la prise de décision au regard de l'analyse qui peut en être faite. Donc voilà, donc la technologie comme soutien à la prise de décision, parce qu'elle s'appuie sur la data, sur la massification de la data, et bien ça va faciliter, accélérer la prise de décision en tant que telle. Voilà, donc c'était le troisième volet que je voulais aborder dans cette présentation. Et donc, pour reprendre un peu d'auteur par rapport aux trois dimensions qui ont été évoquées, je repositionne ici finalement les trois dimensions, développer la subsidiarité, accélérer leur ligne de décision à travers un certain nombre d'optimisation de processus, et enfin s'appuyer sur la technologie. Donc, trois dimensions. Et pour un peu une phase un peu de conclusion, je voudrais insister sur un point. Il est important finalement de garder cet ordre l'un dans l'autre dans la mise en œuvre en fait. Et quand on prend la maturité des entreprises, finalement on retrouve cela. C'est qu'avant de viser des actions qui s'appuieraient sur de la technologie, hein, par exemple une entreprise qui voudrait installer des tablettes numériques, super, mais oui, mais si le socle n'est pas là, si la culture n'est pas là, eh bien, c'est illusoire, ce sera rejeté. Enfin, donc, quelque part, sur le fond, en numéro un, il est fondamental de développer la subsidiarité. Associer et dans la foulée, effectivement, travailler sur des processus qui vont faciliter l'accélération de décision, c'est clé, et la technologie viendra en numéro 3. Donc, en conclusion, retenez cet ordre-là et évitons finalement le piège de penser au tout numérique sans avoir bâti les prérequis, sans avoir bâti les préalables. Donc voilà, c'est vraiment le point clé que je voudrais mettre en avant en tant que tel. Mais là, vous voyez à travers cette planche les trois grandes dimensions qui vont faciliter la prise de décision rapide en tant que tel. Donc, ceci étant dit, mon discours a été somme toute rapide sur trois grandes dimensions. Il est fort possible que vous ayez des questions autour de ces dimensions, autour de la thématique de l'accélération de la décision. Donc, je suis ouvert à vos questions. Merci Alain. Nous avons déjà deux questions sur le chat, mais à nouveau, si certains d'entre vous veulent poser des questions, n'hésitez pas à lever la main et nous vous donnerons la parole, on ouvrira votre micro. Nous avons une première question de Gabriel Réalis. J'ouvre votre micro. Oui, bonjour Alain. Bonjour Gabriel. Au sujet de la mise en place des Oshin et justement des projets Oshin, hein, et puis justement de projets un petit peu plus raccourcis, je me demandais si c'était toujours sur le système des DMAIC et DMADV, avec une phase qui était renforcée en amont avant de prendre les multimétiers sur la phase vraiment d'innovation, mais je pense aussi de toute façon sur la phase d'analyse pour que tout le monde récupère le sens finalement du projet Oshin. Donc toujours sur ce modèle DMAIC et DMADV, ou est-ce que vous pensiez peut-être à d'autres choses, puisque l'agilité et la construction des projets agiles permet parfois peut-être de mettre en place d'autres structures, d'autres méthodologies? Alors, c'est vrai que pour accélérer le progrès, viser une amélioration opérationnelle dans un délai beaucoup plus court, on peut garder en mémoire finalement un processus type DMAIC, mais il faut pouvoir aussi s'en écarter au sens quand on vise, parce que moi j'ai conduit des projets type Oshin en une semaine en fait. Alors, il ne faut pas oublier que
réussir une transformation en une semaine, par exemple, d'une implantation, demande un temps de préparation fort. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Donc, faut avoir en tête une approche globale, type DMIC, mais viser l'action, viser finalement la résolution de problèmes dans un délai court. Par rapport à ça, en s'appuyant sur les méthodes dites agiles, c'est être complètement dans l'action, dans le test, dans ce qu'on appelle le POC en fait. Et c'est là où limite il est intéressant d'être multifacette dans sa façon d'appréhender, l'approche. Voilà. Donc DMIC, ok, je crois qu'on peut le garder en mémoire, mais ouvrir sur d'autres approches en tant que telles. Avec du travail itératif et un POC à chaque validation. Voilà. Je pense que je ne l'ai pas évoqué dans mes propos, mais la question est pertinente parce que effectivement, et là on fait le lien avec les méthodes agiles et les fondamentaux des méthodes agiles, c'est quand même ça, c'est le sprint, c'est dire j'aboutis à un premier livrable dans un délai court, je suis pas parfait, mais je ferai juste le tir après quelque part. Et là, les méthodes agiles, bon, c'est assez fondamental dans l'approche de chantier de projet à délai court en fait. D'accord, merci beaucoup. J'ouvre le micro de Théo Jeunet qui a également une question. Alors, attendez un instant. Voilà, Théo, votre micro est ouvert. Merci. Bonjour à toutes et tous. D'abord, merci pour cette présentation. Vous parliez des organisations responsabilisantes dans votre présentation. Je voulais savoir, selon vous, quels étaient donc les facteurs clés de succès à leur mise en place? Très bien, merci pour cette question. Alors, on pourrait dire assez classiquement, quand on est sur des projets structurants qui modifient l'organisation, l'engagement de la direction est clé. C'est vraiment fondamental que la direction, enfin l'ensemble d'un CODIR, par exemple, ait compris les enjeux, le sens, soit complètement aligné sur l'intérêt d'installer une organisation responsabilisante, parce que ça met en cause certaines pratiques managériales. Donc ça, c'est un premier volet. Après, on pourrait dire, pour réussir la mise en place des organisations responsabilisantes, on peut s'appuyer sur les fondamentaux de la conduite du changement et auquel cas, finalement, construire le sens, expliquer le sens, informer sur le pourquoi on le fait vers tous les opérationnels, vers l'ensemble de l'organisation, expliquer pourquoi on veut installer une organisation responsabilisante c'est vraiment fondamental. Deuxième volet, c'est qu'on va faire en sorte d'impliquer un maximum de personnes dans la construction de cette organisation. Et ça, c'est fondamental. Éviter une construction en chambre de quelques-uns, de quelques managers qui sortiraient à un moment du chapeau toute l'organisation. Alors, même si on pourrait dire les grandes lignes directrices sont posées par l'encadrement, mais après toute la construction détaillée sur les missions, les rôles, les modes de fonctionnement, les pratiques, les rituels, les façons justement de réagir par rapport à des erreurs, des problèmes potentiels, tout ça doit être construit via des groupes de travail. Donc l'implication est vraiment fondamentale. Et puis le troisième volet, la formation et encore la formation, c'est faire en sorte que l'ensemble des opérationnels comprennent bien par l'explication et la formation sur des nouvelles pratiques qu'on va chercher à installer. Voilà en quelques mots. Très bien, merci. Alors, nous avons une nouvelle question de Audrey qui ne peut pas prendre la parole, donc je vais vous la lire. Quels sont les éléments tangibles qui permettent de dire qu'une décision est bien exécutée? Alors, je dirais éléments tangibles. Pour moi, dans une organisation, les décisions sont exécutées si elles résultat, en fait. Parce que finalement, la notion de décision, enfin, une organisation qui décide dans un délai court, fait en sorte qu'elle n'attende pas, qu'elle ne soit pas justement en attente d'une décision d'une hiérarchie, d'un manager qui est éloigné, qui est occupé. Et donc, à un moment, l'exécution de la décision dans un délai court se traduit par des objectifs opérationnels performants.
Donc ça, c'est un élément de réponse qui me semble clé. Hein. Tout doit être tourné sur finalement le résultat opérationnel qui en découle. Est-ce qu'on a le temps d'une prochaine question? A priori, on n'a pas de nouvelles questions. Déjà, merci pour ces différentes questions. Peut-être un mot de conclusion. Alors Alain, je ne sais pas si c'est moi qui prends la parole. En tout cas, si vous n'avez pas d'autres questions, j'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas un moment simple pour partager quelques éclairages sur l'agilité. Nous allons provoquer d'autres séquences sur d'autres sujets par rapport à l'agilité. D'ailleurs, la prochaine séquence a lieu le 23 juillet à 11 h et elle va porter sur comment booster l'adaptabilité des moyens de production, donc toujours autour de l'agilité. Donc on vous invite, si vous êtes satisfait de ce genre d'échange, à vous connecter à ce moment-là. Également, on s'engage classiquement à vous renvoyer la présentation que vous avez parcourue et puis un lien pour réécouter ou revoir cette vidéo qui a duré environ 30-40 minutes. Je n'ai pas l'heure sous mes yeux, mais c'est à peu près ça. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer ce webinaire et vous souhaiter une excellente journée pour une prochaine fois. Excellente journée à vous et à très bientôt. Au revoir.